De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Salut à tous, nous sommes le 16 mars 2018 et c'est parti pour De quoi je me mêle, votre rendez-vous high-tech de la fin de la semaine sur rmc.fr en version audio. Et la version vidéo sur 01net TV, avec au menu tout à l'heure Pascal Petitpas qui nous rejoindra. Pascal qui teste depuis quelques semaines maintenant la nouvelle box CanalSat Canal+, par satellite. La box donc 4K de Canal qui vient d'arriver. Qu'est-ce qu'elle vaut cette box ? Vous saurez tout dans quelques minutes. Et puis je vous rappelle aussi, vous pouvez nous rejoindre sur Facebook. La page de quoi je me mêle vous attend. Vous voulez réagir à l'actu qu'on va évoquer dans un instant. Le hashtag DQJMM sur Twitter ou bien le hashtag de quoi je me mêle. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et pour débuter, le club de la presse Haïti, le seul, l'unique, le vrai. Éric Le Bourlou est là. Salut Éric. Salut. Oui, c'est une entrée en matière un peu avec trompette et tambour. Je ne sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui. Éric Le Bourlou, rédacteur en chef de 01net.com. Merci d'être là, Éric, comme chaque vendredi. Et puis, on a le plaisir d'accueillir Gonzague d'Ambricourt qui est tout orange aujourd'hui. Bonjour, exactement. Gonzague. Tout coloré. Mais c'est beau, c'est joli, ça va bien en Je plus suis avec le soleil du studio. Voilà, c'est ça. Et pour ceux qui ont en plus la vidéo, le fond est orange aussi, donc c'est parfait. Tout est raccord, les amis. Gonzague est blogueur, entrepreneur spécialiste de high-tech. Et on va survoler l'actualité high-tech de cette semaine. Et Eric, on va commencer, une fois n'est pas coutume, par Gonzague, qui est venu, eh bien, pas tout à fait les mains vides. Effectivement. Regardez j'ai cru bien. comprendre. Gonzague, avec son t-shirt orange, va tout de suite apporter... Le HomePod. Voilà, c'est une boîte pour l'instant. Alors vous vous dites, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Eh bien, dedans, du carton. il y a du carton, C'est une boîte. mais surtout le HomePod, les amis. Alors qu'il n'est pas encore sorti en France, Gonzague est allé je ne sais où pour l'acheter. Je ne sais pas non plus où est-ce qu'il a été acheté. Si. Et donc voilà, on voulait vous le proposer. Alors, on en a déjà parlé du HomePod, Eric, hein, et c'est un sujet qu'on attend, qu'on évoque régulièrement sur 01net.com et qui va bien évidemment prendre tout son sens quand le produit sera disponible en France. Mais ça y est, il est là sur le plateau de quoi je me mêle ce HomePod. Gonzague, ça fait combien de temps que tu l'as déjà ? Ça fait 2 semaines. Ça fait 2 semaines. Notons qu'il est sorti donc En Angleterre et aux États-Unis. C'est peut-être les 2 seuls pays d'ailleurs où il est. Oui, pour l'instant, il n'y a pas grand monde. Enfin, pas grand monde. Les US et l'Angleterre, c'est déjà pas mal. Personnes, hein. Mais c'est vrai que comme on est un peu chauvin, on rage parce qu'il n'est pas encore disponible chez nous. Ça va bientôt arriver. Apple nous a dit durant le printemps. C'est un peu comme Amazon qui annonce Alexa courant 2018. Voilà. Courant 2018, ça peut être décembre. Ouais. Mais s'il est sorti aux États-Unis et en Angleterre, c'est peut-être juste par rapport à la langue, non ? C'est pas pour ça. C'est par un rapport à la problème de langue Siri. En Siri, fait, il y a des gens qui sont en train de le bêta-tester en France avec Siri en français, et je crois que ce sont majoritairement des salariés Apple. Donc ils ne peuvent pas le montrer quand ils ont des invités à la maison, etc. C'est dingue, c'est ils vraiment mettent un peu un l'objet drap que et tu... Non, mais c'est ça. Mais qu'est-ce qu'il y a sous ce drap ? Non, ne dis pas là. Déjà, de ce que j'ai compris, ceux qui l'ont le débranchent, Oui. de peur qu'on entende chez Apple ceux qui disent, je ne sais pas comment ça se passe, mais c'est un peu bizarre d'ailleurs. Tu es employé d'une salariée et tu mets un micro de ton employeur chez toi. Bon. Ça va, pour que ça te choque, moi non. Quel connard. Regarde, nous, on est employés, on a des micros, donc ça ne me dérange pas. J'en profite d'ailleurs pour le dire, mais c'est vrai que, comme tu disais, que Amazon est en train de préparer le lancement de Alexa en France, et effectivement, ils ont aussi fait ils sont en pleine période d'open beta, on va dire, où ils demandent à leurs clients s'ils veulent tester leurs produits. Donc là, c'est en train d'arriver. Il y a plusieurs personnes à la rédaction qui ont même été contactées pour Amazon pour recevoir. C'était une petite parenthèse pour recevoir un écho. Donc ça arrive là. Et c'est un écho gratuit ? C'est gratuit, oui. Ils offrent a priori, ils l'offrent. Ouais. D'accord, Ouais. pas mal, ça peut être pas mal, ça peut être rigolo. Et c'est une forme de bêta, voilà, comme ça arrive dans les jeux vidéo aussi. Et puis s'il y a un truc en disant t'as pas le droit de divulguer ou pas, c'est aussi non, dur non, que non, chez Apple ou pas ? Non, je pense que c'est pas non, ils sont pas comme chez Apple. Non, puis là c'est que les salariés Apple, donc on peut comprendre que ça reste en famille pour l'instant. Ouais. Alors, est-ce que première question, tu vas nous dire après ce que tu en penses, parce que si ça fait 2 semaines que tu l'utilises, tu commences peut-être vraiment à avoir un avis. Est-ce qu'il marche en français ? Non. Donc, Je lui parle en anglais, donc il comprend rien. Il comprend rien en français ? Non. D'accord. En fait, là, il est configuré. Tu peux choisir accent anglais, accent américain, notamment quand il te répond, mais tu peux pas lui parler en français. Comment ça se passe ? Tu le sors de la boîte, tu le branches sur le courant. Alors, l'installation, c'est tout ce qu'il y a de plus simple. Ça, franchement, c'est génial. Et ça, c'est Tu le sors de la boîte, tu le branches. Il y a la petite pastille Siri qui s'allume. Alors déjà, aussi, il faut penser à avoir un adaptateur secteur, puisque la prise est au format
anglais. Ouais. Les Anglais font tout différemment. Oui. Et donc bon, ça je l'avais par chance. Et tu l'installes, ton iPhone te dit on a détecté un HomePod, voulez-vous le configurer, tu fais suivant et c'est bon. Donc il C'est se connecte hyper au simple. Wi-Fi de la maison. Exactement, il va utiliser le Wi-Fi que connaît déjà ton iPhone. D'accord. Et Donc si c'est pas tu obligé en de as- rentrer la clé, etc. Voilà, Tout je se fait suppose de que manière si ton transparente. iPhone n'avait jamais été connecté à un Wi-Fi, il te demanderait de le faire, mais sinon c'est next. Vraiment super simple. Et tu le retrouves après dans l'application Maison, qui est l'application où on retrouve aussi ces équipements HomeKit. Et en AirPlay, tu vas le détecter. Ça marche dans toutes les applis, ça par contre. D'accord. Il n'est pas Bluetooth, ce AirPod. Non, il est que Wi-Fi. Donc tu es obligé de En passer fait, par le Wi-Fi pour écouter la musique. il embarque du Bluetooth, mais pas pour la musique. Il embarque du Bluetooth pour communiquer avec le smartphone. Mais tu peux pas envoyer du son dessus si tu ne l'as pas associé à un réseau Wi-Fi. Eric, c'est un produit qui t'intéresse, ça, le HomePod? Non. C'est très beau, ce qui paraît, il a un super son, d'ailleurs on pourra en parler. Mais pourquoi ça m'intéresse pas, c'est parce qu'il est trop. J'ai pas d'iPhone et j'utilise Spotify et que ce n'est pas fait pour ça et que c'est hyper fermé. Voilà pourquoi ça m'intéresse pas. Je n'utilise pas Apple Music, voilà. Donc, Alors, c'est intéressant. C'est-à-dire que si j'ai pas d'iPhone, ça sert à rien le HomePod. Si t'as pas d'iPhone, ça sert à pas grand-chose. Ouais, tu peux le faire marcher avec une Apple TV, un iPad et un MacBook. Donc, il est disponible comme périphérique de lecture sur tous ces appareils-là. Mais c'est vrai que mieux vaut un iPhone. Par exemple, si tu as un Je Android... pense pas que tu puisses l'installer si t'as qu'un Mac, par exemple. Ah bon? Bah, je crois pas. Tiens, d'accord. Donc voilà, on est vraiment... Ça, c'est Oui. C'est vraiment le produit qui prouve tout l'écosystème Apple, quoi. Ouais. Et Même si je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de le réserver uniquement aux iPhones, puisque bon, après il y a Apple Music qui existe sur Android, ceci dit. Mais en tout cas, si je ne m'abuse, pour en profiter vraiment, en tout cas, il faut être abonné à Apple Music. Mais si je suis abonné à Apple Music sur Android, Non, tu peux pas t'en servir avec ton Android. débilos. Enfin, tu pourrais faire le setup avec l'iPhone de quelqu'un d'autre connecté à ton compte, mais ça devient très compliqué. Donc, mieux vaut avoir un iPhone. Oui, c'est vraiment, il faut vraiment être, on va Ouais. dire, Dans déjà l'écosystème. dans Et tu vois, moi, je l'écosystème. suis d'ailleurs pas le meilleur exemple parce que j'utilise pas Apple Music, j'utilise Spotify aussi, que j'adore. Ouais, et donc, tu peux pas lui dire, dis Siri, lis-moi Elton John sur Spotify, ça marche pas. D'accord. Donc tu le configures très rapidement. Et après, qu'est-ce que tu peux faire avec? Voilà. Ah bah alors, tu après- le poses sur. Déjà, Sur tu une- peux te décorer. Ça fait un très beau presse-papier si tu n'as pas l'adaptateur électrique. C'est lourd. Oui, parce que ça fait son poids. Ah Hein. ouais. Alors, est-ce que tu as eu ces fameuses traces ces fameuses Non, traces parce que je l'ai posé sur ton meuble je l'ai posé sur un meuble en marbre. Non, je l'ai Sur un, posé sur un meuble en or. voilà, surmonté par des pieds en or exactement. Et écoute, apparemment donc c'est un problème de pauvre. non, je l'ai posé sur un rebord blanc et du coup il y a aucune trace. D'accord. Mais effectivement, il y a des gens qui les ont eu. Non, donc une fois qu'il est branché, quand il est en fonctionnement, il n'y a rien de particulier qui l'indique. Par contre, dès que tu dis Hey Siri, s'il reconnaît ton accent anglais hors du commun, Hey Siri, ça s'allume. Et là, il attend que tu dises quelque chose. Donc tu peux lui demander des trucs pas très intéressants, comme quel temps fait-il dehors, si tu n'as pas de fenêtre chez toi, par exemple. Vraiment une bonne idée. Et quand tu lis de la musique, tu as un bouton moins et plus qui s'affiche, qui vont te permettre de façon tactile d'aller changer le volume sans dire dis Siri, monte le volume. Hein, l'inconvénient des AirPods n'est pas reproduit sur le HomePod, il y a des boutons. Donc après, si tu as Apple Music ou si tu as de la musique dans ta bibliothèque de ton iPhone, là tu peux lui faire aller chercher des morceaux. Donc ça marche. Mais tu disais tout à l'heure que ça marche pas avec un Mac. Si j'ai de la musique sur mon iTunes, sur mon Mac, je peux pas la diffuser sur le HomePod? Si, en AirPlay, mais En c'est AirPlay. moins pratique Mais c'est moins pratique. que d'aller chercher dans une librairie telle qu'Apple Music qui est plus ou moins illimitée. Enfin, sauf pour Jean-Jacques Goldman ou les autres réfractaires qui ne sont pas sur cette plateforme. Mais si tu veux écouter, je ne sais pas, Muse, et que tu as Apple Music, tu dis « Hey Siri, lis-moi Muse », enfin en anglais, et là, ça te lance les morceaux. Ouais, mais Ou ça marche aussi avec la radio d'Apple. Ah oui, donc Beats, etc. Exactement. Donc, on peut écouter la musique, on peut lui poser des questions. Ouais. Tu peux Voilà. lui faire éteindre tes lumières, tu peux donc interagir avec si tu as des équipements puisque c'est HomeKit. HomeKit, voilà, Et ça d'accord. marche à mon bureau parce qu'on sait installer des trucs. On a des ampoules Philips Hue, on a des panneaux Ikea qui ont la passerelle HomeKit, compatible HomeKit. Donc quand je dis Hey Siri, éteins les lumières, ça éteint tout mon bureau. Et la configuration est facile. Ah bah là, tu n'as rien à faire. Si tu l'as déjà C'est déjà configuré, configuré, ouais. tu n'as rien à reconfigurer. Donc il faut l'appli Philips Hue, malgré tout. Déjà Oui, installé pour, sur pour la l'iPhone. première config, D'accord. mais en fait, Après, tout se fait automatiquement. ouais, après, tu n'as rien à faire. Si c'est dispo dans ton appli maison
de ton iPhone, c'est dispo dans le HomePod. Donc tu dis Hey Siri, mais le problème c'est le nom des pièces, parce que nos noms de pièces sont en français dans notre appli. Et donc si tu dis bureau à quelqu'un qui est anglais, il va peut-être comprendre bureau, mais salon, il comprendra moins. Ouais. Donc on n'en est pas encore parfait là-dessus, mais quand je lui dis allume toutes les lumières ou éteins toutes les lumières, ce qui est assez basique, ça marche. Mais ça, il faut que tu le dises en anglais. Ouais. Alors, ça va. Oui. Il y a pire. Non, mais en fait, voilà, c'est pour ça que vivement que la version française sorte pour voir si ça va bien marcher en français. Oui. Il est sensible aux accents ou pas ? Je crois que ça marche, si même dis, avec switch on the light. Switch on the power. Non, ça va. Je pense que ça va. Après, j'ai pas essayé avec des amis qui ont des accents vraiment pourris, mais ce serait un bon test. Il faudrait que tu nous invites. So, can you play some music? Oui, voilà, c'est ça pour voir si ça fonctionne. Ça marche avec le mien. Je sais pas s'il est bon. Et ça reconnaît super bien le Hey Siri comme les Google Home, etc. Ça, c'est impressionnant grâce au système de micro qui est tout autour de l'enceinte. Donc, ça, c'est pas compliqué. Alors, ce qu'on dit, c'est vrai que c'est ce qui remonte des premiers tests qu'on a pu lire, on en avait déjà parlé dans De quoi je mêle, c'est la qualité du son de ce produit-là qui, visiblement, serait exceptionnel. Vrai ou pas ? Est-ce que j'irais jusqu'à exceptionnel ? Je ne sais pas. Le son est très bon pour la taille que ça fait. Mais tu t'es dit, waouh, c'est étonnant. Enfin bon, plus toi, on te la raconte pas. Des machins comme ça, t'en testes. T'en as eu beaucoup en main. Tu fais attention au son. Justement, donc j'ai mis un Sonos One à côté, qui n'est pas du tout le même type d'enceinte, puisque c'est une enceinte qui est plus petite, moins chère, et qui n'est pas 360. Voilà. Alors effectivement, quand tu lis de la musique depuis le HomePod, tu sens que c'est beaucoup plus ample, que la largeur, il y a plus d'effets stéréo du coup. J'ai pas essayé de mettre deux Play One pour comparer, parce qu'on compare au Play One, mais ça coûte vraiment pas le même prix, donc c'est ça qui est compliqué. Après, voilà, ça coûte 2 fois plus cher. Hein, en fait. Niveau basse, c'est très sympa, le son est clair et ça s'ajuste tout seul à la pièce, donc ça c'est vrai que c'est sympa. J'irai pas jusqu'à dire j'ai beaucoup plus été surpris à l'époque où j'avais écouté la fantôme de Vialet que quand j'ai écouté ça. Alors c'est pas le même budget, mais la surprise n'était pas au même niveau. Par contre, c'est très sympa. Le son est très bon. C'est un produit que les lecteurs de 01net attendent, ça ? Il y a beaucoup d'appétence sur ce produit ou finalement pour l'instant, pas tant que ça, on va dire. Mais c'est aussi parce que c'est la même chose que pour les assistants vocaux de Google ou Alexa aujourd'hui. On va dire que peut-être que ce produit va faire changer justement la vision des gens par rapport à ces assistants vocaux, parce qu'en vrai, pour l'instant, il n'y a pas une énorme de demande pour ces assistants. Et puis c'est assez abstrait aussi comme produit. Hein. Là, après, effectivement, Apple le vend davantage, parce que comme tu le disais bien, comme une enceinte, de qualité pour écouter de la musique chez soi, plutôt qu'un assistant vocal. Je te coupe, excuse-moi, c'est le même positionnement que Sonos, c'est-à-dire Sonos font une enceinte qui permet de faire le contrôle vocal avec Alexa, et j'ai testé au bureau avec Alexa en anglais, ça marche très bien. Tandis que les Echo de Amazon, ce sont des assistants vocaux qui peuvent jouer de la musique. Là, on est un peu dans le phénomène inverse. Tu achètes d'abord la qualité du son avant la qualité de l'interaction. Et je répète ce que j'ai l'impression de dire dans chaque émission, mais moi, ces assistants vocaux, je les trouve d'un chiant parce que tu sais pas ce que tu peux leur demander. Et que généralement, quand tu demandes un truc qui te paraissait intéressant pour une fois, ça, c'est pas le faire. Ouais. Moi, chez moi, je m'en sers pour allumer et éteindre les lumières. Ça, c'est vraiment pratique, surtout quand tu es affalé dans le canapé et que d'un coup, tu te rends compte que tu es en train de te regarder une série et il commence à faire nuit. Et que tu vois que dans la cuisine, à 700 mètres, tu as laissé la lumière. C'est vraiment très très grand. Excuse-moi, je me trompe à chaque fois. Et donc avec mon porte-voix, parce qu'à 800 mètres, bien évidemment. Hey, et non, mais là c'est pratique parce que ok, Google allume les lumières, ça marche. En plus, ça marche plutôt pas mal pour écouter la musique de temps en temps. Mais basta. Pour l'instant, ça ne sert qu'à ça. Ça fait quand même un peu cher pour 2 interactions, mais c'est que le début. Mais c'est frustrant et on en a déjà parlé. C'est comme à chaque fois, tout ce que tu t'es dit, je peux pas lui demander, tu oseras plus le faire. Ouais. Mais après, là, je sais que Google travaille. Moi, c'est vrai que j'ai plus suivi ce qu'a fait Google, mais Google travaille sur Assistant de façon permanente. C'est vraiment quelque chose de majeur maintenant pour eux. Là, ils viennent d'annoncer, par exemple, l'arrivée des routines, ce qu'ils appellent des routines, ce qui équivaut à peu près aux skills d'Alexa. Des scénarios. Des scénarios, tout simplement. Quand on lui dit bonjour, il va commencer à faire le café, ouvrir les stores. On peut associer plusieurs actions maintenant avec Google Home. Donc voilà, ils essayent
d'ajouter de nouvelles fonctions en permanence. C'est un produit qui est on va dire un peu en perpétuelle évolution, parce que c'est et qui évolue très vite et qui évolue vite. Donc effectivement, pour l'instant, ce n'est pas hyper utile, mais peut-être que demain, ils vont trouver la killer app qui fait que tout le monde aura envie d'en avoir un chez soi. Les scénarios, tu peux déjà le faire avec Siri. Donc quand tu es avec ton Apple TV, par exemple, tu peux dire Movie Time ou c'est l'heure du film. Et là, ça va te fermer tes volets, ça va éteindre tes lumières. Tout ça, tu peux déjà le faire. Mais c'est vrai que pour le reste... Effectivement, ce n'était pas le cas d'assistant. Ouais. Est-ce que tu peux écouter la musique de Apple TV là-dessus ? Oui. Et par exemple, tu regardes Netflix sur Apple TV, tu peux ça avoir fonctionne. le son. Ouais. En fait, ça fonctionne pour tout ce qui n'est pas en live, puisqu'il y a une notion de buffer, c'est-à-dire on met en tampon le son pour le synchroniser avec l'image. Donc, en fait, ton Apple TV va faire exprès de lancer ta vidéo un peu plus tard que si tu appuyais sur Play avec une source de son classique où ça se lancerait tout de suite. Pour synchroniser les deux. Ça va attendre, par exemple, une seconde. Et ça le fait déjà. En fait, l'Apple TV, elle sait faire ça avec les casques Bluetooth, les enceintes Bluetooth. Et j'avais avant une enceinte qui est en Wi-Fi, faisait du AirPlay. Et ça marchait très bien. Mais pas pour le live et pas pour les jeux. À cause de cette pas pour le live, tampon. ça veut dire par exemple tu as si tu veux regarder Molotov ou MyCanal et regarder les chaînes en direct, il n'arrive pas à le faire. Sauf s'ils l'ont corrigé, ça ne marche pas. Peut-être que Molotov l'a fait maintenant, mais en tout cas le truc que j'ai essayé qui est incorrigible, c'est un jeu, puisqu'évidemment un jeu réagit au moment où tu appuies. Donc, Gonzague, pour résumer, donc ça fait 2 semaines, à acheter ou pas? C'est dur à dire parce que je l'ai acheté par curiosité, mais je sais plus quoi en faire maintenant. Déjà tu la montres, ça c'est cool. Tu vois, franchement, grâce à toi, combien ça t'a coûté 350 €. Bon ben voilà pour 300. D'ailleurs, je tiens à remercier, c'est un pilote d'Air France qui vit en Angleterre qui m'a ramené ça. C'est super sympa. Merci Pascal. Merci Air France. Comme quoi vous voyez. Hein, non mais c'est super gentil. Bon, ils vont faire la grève la semaine prochaine, ça c'est moins sympa. Surtout que je dois prendre l'avion, donc s'il vous plaît, merci Air France. Et donc 350 €. Ouais. Aujourd'hui, et l'ayant eu en main pendant 2 semaines, tu la rachèterais ou pas, sincèrement? En fait, je la rachèterais si j'avais pas déjà du Sonos. Mais sauf que j'ai du Sonos partout. D'accord. Et d'ailleurs, j'aime, même si elle n'est pas toujours très intuitive pour tout le monde, l'application Sonos qui te permet d'aller chercher dans tes sources. Non, mais Sonos, là, on en parlait avec Eric et j'essaie de le convaincre d'investir dans du Sonos. Mais franchement, c'est un système qui est mature, alors qu'aujourd'hui. Et j'espère qu'ils vont tenir le coup parce que c'est une boîte qui n'est pas adossée comme Apple à énormément de capitaux ou comme Amazon ou comme Google, etc. Je pense que c'est une boîte un petit peu plus fragile que les autres et j'espère qu'ils vont réussir à exister toujours avec leurs produits qui sont d'excellente qualité. Ils répondent à des besoins auxquels les autres produits ne répondent pas. Par exemple, ils ont les 2 barres de son pour la télé et tout ça. Et ça, il y a très peu de gens qui le font de cette façon-là. Après, donc, comme je disais, il manque la paire stéréo dans HomePod. Pour l'instant, tu peux pas aujourd'hui associer. Tu 2, tu peux pas les. Voilà. Et pour l'instant, tu peux pas faire le multi-room sur tous tes périphériques. Ça marche seulement sur certains. C'est un peu bizarre. Ça commence à faire très cher la stéréo quand même. Oui, à 700 € la stéréo. Alors que tu prends 2 Sonos Play One, ça fait 400. Oui, surtout que même un peu moins, ça a Sonos, baissé. si je ne m'abuse, a fait en sorte de troller un peu Apple sur le lancement de l'HomePod et a fait des promos pour le prix d'un HomePod, tu as 2 Sonos en fait. Mais c'est pour ça que pour moi Sonos n'est pas mort, c'est qu'ils ont quand même encore un peu sous le pied pour faire des produits par exemple moins chers. Et puis, finalement, c'est pas si cher que ça, 180 € pour une petite enceinte qui fait la même taille que ça. Et qui fait plein de trucs, c'est vraiment cool. Voilà. Et là, ça remplace tout. Là, les CD, tout ça, c'est terminé. Quoi. Exactement. Merci Gonzague. On enchaîne avec la Freebox. Oui. Donc la nouvelle Freebox V7 qu'on attend depuis 1987. Quoi, 2 ans? Ça fait 2 ans que Xavier nous bassine avec cette Freebox V7. Oui, ça commence à compter. Ouais. Et là, ça commence à faire un peu long. On attendait surtout, les gens pensaient vraiment que c'était l'année dernière, c'était la bonne. En 2017. Nous, on était comme ça. Hein. Autant vous dire qu'à la rédaction de Zero Net TV, on attendait. Eh ben non. Il a fallu quand même attendre les résultats financiers d'Iliad qui sont tombés début de semaine dernière. Pour que Xavier Niel balance un petit peu 2-3 informations. Il était un petit peu obligé, finalement, parce qu'on se rend compte que les résultats d'Iliad sont toujours très bons, mais il y a quelques signes, un petit peu de warning, et notamment sur le recrutement des abonnés fixes. Voilà, et effectivement, il en a profité de ces résultats pas mauvais, on peut pas dire que c'est mauvais. Non, ils sont pas mauvais, bien sûr que non. Mais l'action a bien dégringolé quand même. Ouais,
mais il en a profité justement pour faire un peu de teasing pour sa nouvelle box, parce qu'effectivement, c'est un produit que tout le monde attend, sachant qu'à chaque fois que Free, qui est l'inventeur de la box, on le rappelle quand même, a lancé un produit majeur, c'est vrai qu'ils ont changé quelque chose et ils ont apporté vraiment une nouveauté dans le paysage. Et effectivement, il en a profité pour dire que ça y est, la Freebox V7, alors je ne sais pas comment lui, il l'appelle la nouvelle Freebox, il l'appelle pas V7 ni quoi que ce soit pour l'instant. Le nouvel iPad, la nouvelle Freebox. Toute simplicité. La nouvelle Freebox était entrée en production, donc ce qui veut dire qu'effectivement, là, on peut s'attendre quand même à ce qu'elle sorte cette année. Donc, il n'a pas donné de date précise, évidemment. Je suppose qu'il va faire beaucoup de teasing autour de ça et qu'on aura droit à pas mal de tweets mystérieux et tout ça avant le jour de la présentation. Mais il a donné quand même quelques pistes, quelques petites informations comme ça distillées. Jetées en pâture aux journalistes présents qui se sont... dont Amélie Charnet, notre qui était journaliste présente, 01net, qui était présente. Et alors, qu'est-ce qu'on a appris ? Alors, mais pas grand-chose. Merci beaucoup, bonne journée. On n'a pas appris grand-chose. Il a quand même expliqué plusieurs trucs intéressants, notamment, et ça peut-être que Gonzague pourrait en parler parce qu'il connaît bien ce sujet, qui voulait solder le problème du Wi-Fi. Alors ça, solder le problème du Wi-Fi, c'est bien vague, mais effectivement, on sait que les box, en général, opérateurs ne sont pas les meilleurs en ce qui concerne le sans-fil et que parfois, il vaut mieux s'acheter un routeur derrière pour pouvoir avoir un Wi-Fi potable à la maison. Alors peut-être que cette Freebox V7 va solder le problème du Wi-Fi, alors je ne sais comment. Ça, on n'a pas eu d'informations. Il n'y a pas 36 solutions, il faut des répéteurs ou peut-être la Orbi ou des choses comme ça. J'ai une idée et je comprends pas pourquoi ils le font pas déjà. C'est-à-dire que chez Free et chez quelques autres opérateurs, tu as dissocié la partie qui gère le modem, vraiment ce qu'ils appellent la Freebox Server et le player. Et pourquoi ils n'ont pas chacun leur antenne Wi-Fi alors qu'actuellement il y en a qu'un des deux qui émet du Wi-Fi. Effectivement. C'est un peu bizarre. Puisque tu mets le player dans ton salon qui est ta zone de vie ou dans une chambre. Pourquoi ça émet pas à cet endroit-là plutôt que de d'émettre dans un placard à l'entrée là où arrive ta fibre? Exactement. Ça, c'est un peu bizarre. C'est vrai que pourquoi pas? C'est pas très compliqué à faire. Sauf que souvent les deux box, enfin moi typique. Alors moi je prends mon exemple, les deux box sont à côté, donc ça n'a pas de sens. Non, mais c'est vrai. Dans ton armoire multimédia qui alimente le salon cinéma. C'est ça, exactement. La maison du coup, tu as le Wi-Fi dans le cinéma. Gardien. Elle alimente aussi la maison du gardien. Tu as 7 abonnements free chez toi, non? Non, mais oui, effectivement, il y a des gens chez qui tout est au même endroit. Mais bon, tu pourrais aussi, comme de la même façon qu'ils ont fait des alimentations CPL, proposer des petits boîtiers comme ça que tu peux placer ça et là et qui intelligemment feraient un Wi-Fi mesh. Peut-être. Donc, meilleur voilà, Wi-Fi. Meilleur Wi-Fi. Il évoque aussi un meilleur débit fixe éventuel, parce qu'il dit on peut aller au-dessus d'1 gigabit par seconde. Ouais. Bon, déjà, si vous avez 1 gigabit ça, par c'est seconde, bullshit, ça sert à quoi? C'est déjà pas mal. Non, mais au-delà de encore un débat sur lequel dont on discute régulièrement, c'est bien beau d'avoir du débit, mais c'est les tuyaux vers les services internet que tu utilises sont nuls, comme avec Netflix. Si tu as 10 gigabits et tu n'arrives pas à regarder Netflix. Ça, c'est pas lié à la nouvelle Freebox. Ça, il en a quand même parlé de cette histoire avec Netflix. Mais il a dit qu'il voulait pas en parler, non? Il a quand même dit qu'effectivement, le problème, on va dire, allait être résolu, plus ou moins. Et effectivement, on a vu dans le dernier baromètre Netflix, d'ailleurs, qui avait été attaqué par Free en justice, que ça allait mieux. Et effectivement, ça a l'air de revenir. Donc, il y a dû avoir un accord dont on n'a pas vraiment entendu parler entre Free et Netflix pour que le débit s'arrange. Ça, c'est pas lié à Ce que je trouve cool, c'est que leur box, elle dure longtemps dans le temps. La révolution, elle est là depuis quand même quelques années. Elle est toujours pas si ringarde que ça. Et elle est loin loin d'être... d'être... 14 décembre 2010, les amis. C'est incroyable. Donc elle a 7 ans et demi. C'est incroyable. 7 ans et demi. Et cette box est sans doute encore l'une des meilleures du marché. Parce que, excuse-moi, j'arrête pas de taper dans ton ordi. C'est pas grave, Orange il adore ça. vient de lancer sa nouvelle box, il y a quelques mois. Et finalement, elle est juste à hauteur de ce que fait. Alors, elle a la 4K. Elle n'a pas la révolution. Elle n'a pas la 4K, mais sinon, pour être passé de Free à Orange, c'est bien moins bon que Free. Mais vraiment, c'est même incomparable en fait. Donc, moi, je ne l'utilise plus, je l'ai éteinte et je l'ai foutu dans sa. C'est terminé pour moi les box. Il n'utilise plus Internet à cause de ça d'ailleurs. Non, mais donc, terminé. Moi, je trouve c'est ouf et c'est pour ça que c'est intéressant qu'ils aient annoncé qu'elle puisse supporter du 10 giga, parce que on parle d'une box qui va durer longtemps dans le temps, comme le précédent modèle l'a fait. Donc je parlais de box télé, pardon. Ouais, mais c'est intéressant d'avoir déjà pensé à ça. Plutôt que oui, parce que c'est vrai que quand on parle de box, on parle de deux box. La box réseau, qui est hyper importante, peut-être la plus importante, et la box télé, qui, elle, se connecte en général à la première box et qui offre des services. Non, mais quand tu as une très bonne box serveur, tu pourrais très facilement remplacer les box télé, tu vois, si tu veux. Et s'il manquait de puissance pour faire de la 4K, la 8K, tout ce que tu veux,
Mais de base, il faut un bon serveur et une bonne connexion au réseau. Après, on peut imaginer peut-être que, comme par exemple chez SFR, on n'est qu'une box qui fasse tout, où il y a à l'intérieur le Wi-Fi, la partie réseau et la partie télé. Ça peut être aussi. C'est possible. Après, ça consomme plus aussi, forcément, et tout ça. Mais en fait, en tout cas, ce qui est intéressant aussi, et il a dit d'autres choses. Il a dit d'autres choses. Il a dit bonjour, au revoir. Par exemple, il a parlé notamment d'une possibilité de box qui concernerait l'Internet des objets, la domotique, etc. Et je lis la phrase qu'a repérée Amélie dans son papier sur 01net. Et il a répondu « Si l'on dit qu'on va lancer une box spécialisée dans l'Internet des objets, on va faire mourir d'ennui tout le monde », a-t-il dit en riant. Donc c'est vrai que ça, a priori, il ne va pas... la Freebox V7, même si on pourrait l'imaginer, je pense que ce sera un truc qui pourrait. Mais en tout cas, ce n'est pas sans doute pas comme ça qu'ils vont dire. Ce n'est pas sans doute. Ils vont pas la vendre comme une centrale domotique ou quelque chose comme ça. On n'a pas de date concernant. Il y a eu des rumeurs sur ça aussi sur la partie domotique. C'est-à-dire il y a des gens qui ont analysé des paquets. Effectivement, qu'elle soit compatible Zigbee et toutes ces choses-là, effectivement. Il est possible qu'elle le fasse, mais peut-être c'est peut-être pas comme ça qu'ils vont la marketer. C'est pas très sexy. Voilà, c'est pas forcément très sexy. En revanche, pendant ce temps-là, nous les amis, on fantasme et on parle de cette box qui n'existe pas. J'adore ça. C'est cool. Mais ce qui est intéressant, par contre, c'est qu'il dit quand même qu'il veut quand même apporter quelque chose de nouveau à tout le monde et d'un service qui est aujourd'hui, il a parlé beaucoup de l'évolution des pratiques télévisuelles et tout ça, un service qui n'existe pas forcément aujourd'hui ou en tout cas pas cher, apporter ça chez les gens dans cette nouvelle box, dans ces nouvelles Freebox. Bon, évidemment, là c'est pareil, c'est spéculation. Mais un truc facile qu'il pourrait faire, c'est dire que ta box devient ta centrale d'alarme. Et ça, ce serait assez énorme en disant tu peux acheter 3 détecteurs de mouvement, un capteur pour la porte. Et comme la box, elle a déjà Internet, elle est tout de suite reliée, etc. Éventuellement, comme ils veulent avoir plein de cartes SIM, on met une SIM dedans. Et même si tu n'as plus le net par la fibre, tu continues à avoir Internet. Pourquoi pas. Donc la box centrale d'alarme... Peut-être on peut imaginer aussi la disposition d'accessoires qui seraient directement connectés à cette box, des caméras, des choses déjà, comme ça. Ils avaient aussi lancé... C'est quand même aussi le seul opérateur à faire la Fem2Cell intégrée dans la box, je crois. Ça, c'était aussi nécessaire pour le réseau Free, mais c'est intéressant. Ils incluent beaucoup de choses. Moi, ce qui m'intéresserait à titre personnel, ce serait vraiment une offre, on va dire, à la Shadow. Je trouve que ça, c'est un usage qui va monter en puissance, que ce soit pour le jeu, mais aussi pour autre chose. Ce serait intéressant de pouvoir avoir un PC dans le cloud, accessible via sa box, avec une interface éventuellement simplifiée pour la télévision, mais qui permettrait, où qu'on soit, d'avoir accès à un vrai ordinateur, quel que soit le terminal qu'on utilise. C'est quelque chose qui pourrait être vraiment un usage. Aujourd'hui, ça coûte assez cher encore, Shadow. C'est 35 € par mois minimum, je crois, donc c'est pas donné, mais et on sait que en tout cas la Freebox qu'est-ce qu'elle apporte par rapport à déjà la Freebox V6 qu'elle apporte par rapport à d'autres box, c'est son NAS par exemple, un NAS excellent, et c'est ses fonctions réseau qui sont client torrent dont tu te sers beaucoup. Oui, qui sert beaucoup pour les photos de vacances de plein de gens. Qu'est-ce que c'est? C'est très pratique pour télécharger des nouvelles versions de Linux, ce client torrent. Tout à fait. Voilà. Donc, mais effectivement, ça, c'est très geek tout ça. Mais c'est pas vendeur. C'est très geek, mais en vrai, Free, c'est aussi le fonds de commerce de Free, malgré tout. C'est aussi voilà. Enfin, je sais pas si c'est ça qui convertit les masses à acheter ta Freebox, parce que tout le monde ne s'intéresse pas aux clients VPN, aux torrents. Ouais, mais j'en connais qui vont plutôt se tourner vers une Freebox parce que justement il y a ce NAS intégré, etc., qui permet de faire plein de trucs. Voilà. Je veux dire, malgré tout, c'est un bassin de population historique de Free qui, à mon avis, il faut conserver. Je pense. Même s'il faut après s'ouvrir et faire un truc. De toute façon, ils doivent garder leur geek cred en fait. Conservez-nous en faisant marcher Netflix. On n'a pas de date concernant cette. Non, on n'a pas de date, non, mais bon, c'est cette année quoi. Allez, on va. L'Arlésienne. Les amis, on va terminer avec rapidement, Eric, ces failles AMD de sécurité. Oui, c'est un sujet qui m'a passionné toute la semaine. Pour tout vous dire, c'est sans doute une affaire dont on va entendre parler beaucoup dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent. Alors AMD les processeurs, bien sûr. AMD les processeurs et en fait concurrent d'Intel. Et AMD vient de sortir d'une nouvelle gamme de processeurs qui s'appelle Ryzen et qui marche bien, enfin qui sont
plutôt efficaces. Et AMD, grâce à ses processeurs, est revenu dans la course. Badaboum, il y a quelques jours, une société de sécurité israélienne envoie un énorme rapport qui montre qu'il y a des failles extrêmement critiques sur ces processeurs AMD. Et c'est pas qu'une faille, c'est 13 sur à la fois les processeurs pour serveurs, les processeurs Ryzen, donc les nouveaux, et aussi même sur les chipsets qui sont utilisés pour les processeurs AMD. C'est intéressant parce que cette faille, elle est bizarre. Enfin, cette révélation est bizarre parce que cette entreprise de sécurité que personne ne connaissait vraiment dans le petit monde de la sécurité informatique, c'est une entreprise qui a été lancée il y a quelques mois seulement, n'a pas, on va dire, respecté les quelques standards on va dire les gentleman agreement qu'il y a dans ce cas précis, c'est-à-dire qu'ils avertissent avant. Voilà, c'est ça. Le principal concerné. Avertir bien avant, en plus pour ce genre de cas, bien avant le principal concerné, pour qu'il ait temps éventuellement de corriger ses failles avant que ce soit publié. Après, tout simplement, ils ont prévenu AMD un jour avant. Donc, quand vous avez un truc comme ça, parfois c'est des mois et eux, l'installation carrément de malware au niveau des puces AMD. Donc, ça veut dire là, on peut dire que pour les espions, ce genre de faille, c'est génial. Mais ce qui est bizarre quand même, c'est que cette entreprise est extrêmement sévère avec AMD. C'est-à-dire que le rapport est un brûlot anti-AMD en fait, plutôt qu'un rapport de sécurité. Donc tu as l'impression que c'est plutôt une campagne de discrédit menée contre AMD. En tout cas, il y a clairement l'envie de discréditer AMD dans cette campagne. Voilà, on voit le document sur le vidéo. Ce rapport est absolument fou à lire. Et surtout que ce rapport ne donne pas le détail des failles en question. En fait, il les explique, mais en général, un expert en sécurité, ce que je ne suis pas, mais a besoin de davantage de détails pour bien comprendre qu'est-ce qui se passe concrètement. Juste une petite question. Je suis un propriétaire de ces Ryzen, de dernière génération. Ouais. Est-ce qu'il y a un risque pour Non. moi pour l'instant, avec ces failles qui ont été détectées? Non, il faut pas paniquer. C'est un peu comme ce qui s'est passé avec Spectre et Meltdown il y a quelques semaines. Il faut pas paniquer parce que pour l'instant, tout ça n'a pas été publié. Donc de toute façon, même si des hackers pouvaient les exploiter, pour l'instant, cette entreprise n'a pas donné d'informations plus précises. Donc elles ne sont concrètement pas exploitées. Et puis on peut aussi se demander si elles sont vraiment si sévères que ça, ces failles, puisque tout a été fait pour que ce soit vraiment montré comme quelque chose d'extrêmement sévère. Donc là, en fait, pour l'instant, on ne sait pas vraiment où tout ça va aller. Ce qui est sûr, c'est que AMD a répondu très brièvement pour l'instant en expliquant que on regarde et on vous tient au courant. courant. Regarde et on va voir ce qui se passe. Mais c'est quand même étrange de voir cette entreprise que personne ne connaît nous sortir ça tout à coup. Je tiens à préciser quand même que les gens qui ont sorti ça ne sont pas des rigolos. Ils ont fait partie tous de l'unité 8200 des services secrets israéliens. Et ces gens-là sont l'équivalent de la NSA en Israël. Et on sait qu'en Israël, ils ont en matière de sécurité informatique, ils s'y connaissent un tout petit peu. Ouais. Donc ce ne sont pas des rigolos non plus. Apple les déteste, notamment aussi, je crois. Craquage d'iPhone, évidemment. Mais en tout cas, c'est une affaire à suivre parce que ça peut aller beaucoup plus loin que simplement la révélation de quelques failles. On va voir comment AMD va réagir maintenant. Voilà, après Intel, donc, c'est AMD qui est au cœur de la tourmente. Exactement. Eric, merci beaucoup. Merci. Et merci Gonzague. De rien. Voilà, ce de quoi je mêle se poursuit dans un instant, les amis, et ce sera avec Pascal Petitpas. Vous saurez tout sur la box 4K donc de CanalSat. C'est un test qu'on va retrouver dans un instant. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.